J'étais déjà conservateur des musées de la ville de Paris et en fin 67, j'avais fondé l'ARC dans le musée d'art moderne. Animation, recherche, confrontation. C'était un espace à l'intérieur du musée, un espace expérimental, concédé, comme lieu avec une carte blanche mais pas d'argent, donc le débrouillage et surtout le soutien enthousiaste des artistes. Mais en même temps, j'avais mené des études d'histoire de l'art et un engagement critique d'art. J'écrivais aux lettres françaises et même à l'humanité sous un pseudonyme. Les années 50 ont été dominées par les différents types d'abstraction. Donc là, c'est une réaction, au contraire, des différents types de figuration. Et va s'affirmer parmi ces figurations celle qu'on appelle figuration critique et politique. Ils se sont tous séparés du régime socialiste, qui était représenté par Fougeron et Taziski, qui menaient leur lutte dans des salons traditionnels comme le salon d'automne. Eux se voulaient au contraire d'un réalisme social, politique, mais sans les canons, sans l'esthétique du XIXe siècle, qu'avaient repris en URSS, puis les démocraties populaires, puis les différents pays avec les partis communistes, des artistes qui se réclamaient du réalisme socialiste. Et Jeune Peinture, le salon va être un creuset, un laboratoire de ce courant qui va culminer dans le mai 68 et dans leur participation active à ce mouvement. J'accueille en 68 leur salle rouge pour le Vietnam. C'était à la fois témoigner, bien sûr, d'un engagement aux côtés des Vietnamiens contre l'impérialisme américain, et c'était aussi affirmer des principes en peinture collective qui étaient de peindre sur le même format, dans les mêmes conditions, et avec des exercices durs de critique et d'autocritique sur les œuvres qui avaient été faites. Puis après, c'était de faire circuler ce salon pour engager le débat politique. C'est le point de départ. Puis après, c'est 3 travaux de la coopérative de Massy, dans les années qui ont suivi, jusqu'en 72, date où je démissionne. Normalement, à l'époque, que ce soit dans les lieux officiels, institutionnels ou les galeries privées, il devait y avoir une visite de police avant chaque vernissage. Donc nous, on a subi ça aussi. Et pour Daniel Russier, pour un peintre contestataire post-68, Matelin, pour des Sud-Américains qui n'avaient rien trouvé de mieux que de mettre à l'entrée de l'exposition, pour les pays de dictature, des paillassons avec des drapeaux. Alors tout ça, chaque fois, a déclenché et des interdictions et des retraits qui venaient de la police, la préfecture de police de Paris, et qui était bien sûr confortée par notre direction des affaires culturelles. Ça, il est certain que dans cette époque 60 où ils sentaient la montée des contestations, la peinture pour eux représentait une arme dangereuse, beaucoup plus que la littérature ou le cinéma. Et donc ils surveillaient l'image de très près. Parce qu'il y avait 2 censures, il y avait la censure politique, diplomatique, et la censure pour pornographie. Et les 2 choses, justement, les troublaient. Et nous, on a eu affaire aux 2 sortes de censure. On disait, vous êtes en train de faire une base rouge. On disait, mais non, c'est à peine rose. À 2 niveaux, je pensais d'abord qu'il y avait un art correspondant à l'agit-prop. Il pouvait être un art d'incitation à l'action politique, à l'action dans la rue, immédiat. Et puis qu'il y avait un art critique qui remettait en question les structures, les valeurs de la société bourgeoise. Et sur ces 2 niveaux, je pensais qu'il y avait un impact réel. Mais on l'a sans doute surestimé, cet impact. En fait, ça touchait surtout non pas les structures, mais les mentalités, les sensibilités. Parce qu'il y a un public qu'il y a dans les musées. Et dans les années 60, il y a eu un public d'étudiants, de jeunes, de plus en plus politisés, qui est venu et qui s'alimentait, se branchait là-dessus.
Et donc l'effet était produit par ce contact, sans compter un contact peut-être moins important, mais existant à travers les journaux, les revues, tout ce qui rendait compte et reproduisait quelques images. Et c'est ça qui a fait le brassage. Il y avait échange. Puis les artistes à ce moment-là étaient souvent volontiers des animateurs, donc ils rencontraient le public, ils discutaient avec lui. Chaque fois qu'il y avait exposition, on faisait des rencontres. Et ça fait réfléchir les gens, une rencontre avec un artiste. C'est beaucoup plus profitable qu'une visite solitaire. On faisait des choses assez marrantes. On faisait, au lieu de faire visite puis discussion, on faisait discussion avant, puis la visite. Et la visite était faite avec les artistes. Donc il y avait des trucs, par exemple, je me rappelle, avec un groupe surréaliste qui était la Fureur poétique, des questionnements aux artistes qui leur envoyaient la balle, qui désarçonnaient, déstabilisaient les gens. Alors, certains, individuellement, étaient membres d'un parti, comme Coco Paré était communiste, etc. Ils avaient chacun un engagement personnel. Mais quand ils parlaient collectivement, dans les années 60 et en 68, c'était au nom d'un mouvement révolutionnaire contre le système existant. C'était ça, qui les soudait. Et qui faisait qu'on avait toute une possibilité de panoplie de la gauche et de l'extrême gauche. Donc là, c'était assez clair, le système, avec tout ce que ça impliquait, tout ce que ça implique, et une lutte pour bouleverser radicalement ce système. Il y en a un qui effectivement est volontairement bâclé et sale, bad, comme on le dit après, la bad painting. Et puis il y en a un au contraire où il y a des, comme souvent chez Tisserand, des éclairs de réussite picturale. Et que les deux choses voisinent, se mélangent. De forte raison quand c'est des peintures collectives. Pas au point de devenir totalement anonyme. C'est-à-dire quelqu'un qui les connaît bien reconnaît telle ou telle partie. Enfin, c'était collectif parce que il y avait discussion permanente autour de l'œuvre, ensemble. Répartition des morceaux, puis critique autour. Donc vraiment, il y avait une démarche collective. Mais il n'y avait pas une fusion totale. Je crois que c'est plus ou moins impossible. Ils se refusaient un peu au plaisir. Ils étaient très maso, très autocensurants, très ascétiques. Le courant maoïste a renforcé encore ça. Donc le plaisir de peindre était une notion refusée là aussi comme bourgeoise. Parce que c'était relié à ce qu'on appelait la peinture-peinture, c'est-à-dire une jouissance esthétique. Oui, esthétique du matériau, de la forme. Toute une chose qui pour eux était bourgeoise, petite bourgeoise, qui haïssait le plus, c'était Bonnard, Vuillard, les impressionnistes. Toute cette joie justement de peindre, de triturer, de batailler avec des matériaux et des tubes. Ça, ils supportaient absolument. C'est une commande donc d'un grand truc commercial mais contrôlé par la mairie et qui déplaisait au maire cette commande. Lui, le maire, me disait toujours que quand il allait en Allemagne, il voyait dans des offices du tourisme des peintures comme ça et que ça ne le plaisait pas du tout. Donc il a fallu naviguer avec lui et eux. Il n'y avait pas que moi, il y avait Troche, il y avait Gassot-Talabo, différents types qui servaient de tampons, mais moi j'étais le plus tampon parce que je travaillais à Grenoble. Et donc il fallait chaque fois naviguer entre les refus pour que les refus du maire n'apparaissent pas comme des censures. Parce que ça avait été des censures, il faisait une
communiqué de presse immédiatement. Donc il fallait que les refus soient motivés autrement. J'ai raconté l'anecdote, par exemple. Ils avaient fait le radeau de la Méduse. Le radeau, c'était des nouilles emmêlées, des nouilles assez intestinales, assez érotiques. Et alors, le maire a dit ça, jamais, jamais, jamais. Alors moi, je ne pouvais pas leur dire, justement, pas de nouilles, parce que ça aurait été justement une censure. Donc j'ai dit, il y a ici une forte minorité italienne, c'est vrai, ils vont se sentir mis en question. Pour ça, ils ont accepté en maugréant, ils ont remplacé les nouilles par des frites. Après, il y a une histoire folle, c'est Tisserand qui avait eu l'idée de mettre dans une boîte de conserve un drapeau français roulé, mouillé, sali, souillé. Alors ça aussi, le maire a dit, c'est pas possible, moi je suis un officier de la marine. Je pense que, en fait, il faut être beaucoup plus modeste. Dans le meilleur des cas, elle agit sur des sensibilités, et dans le cas normal, elle agit sur l'œil. Elle change l'œil, elle change le regard. Un peu plus loin, elle change le niveau affectif, sensible. Mais elle ne touche pas à la société en tant que telle. Ça a été une illusion stimulante, mais une illusion idéologique. C'est la réaction contre 68, c'est l'ordre moral, c'est tout ce qui est venu après. La stabilisation d'une société qui a refusé tout chambardement. À partir du moment où ça a disparu, la rencontre sociale ne pouvait plus s'effectuer. Les idéologies, des utopies plutôt politiques et idéologiques, ont sombré. Par contre, il en est né de nouvelles. Je pense que l'utopie du XXIe siècle, ça sera le métissage, comme utopie. C'est-à-dire comme un rêve de futur qui mobilise l'action pour changer le présent. C'est ça pour moi une utopie.